Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Biblique Sénat et retour ce matin à l'adoption par le Sénat d'un projet de loi qui transpose 3 directives de l'Union européenne en droit français, et cela dans le domaine de la sécurité. Ce projet de loi porte sur 3 sujets. D'abord la question de la cybercriminalité, ensuite la question de la détention d'armes et enfin la radionavigation et le programme Galileo. Alors dans le domaine de la détention d'armes, ce projet de loi permet notamment à des armuriers de refuser de conclure des transactions qu'ils jugeraient suspectes. C'est d'ailleurs jugé comme urgent par le gouvernement qui voulait absolument transposer cette directive dans le contexte des attentats. Autre sujet d'importance, la question de la cybercriminalité. Ce qu'a souligné le secrétaire d'État Mounir Majoubi dans l'hémicycle, qui a rappelé notamment cette cyberattaque qui a frappé le Royaume-Uni et des dizaines d'hôpitaux, d'où l'importance de protéger les opérateurs d'importance vitale. Mais sachez également que c'est un gros sujet pour les entreprises et que protéger les réseaux, c'est protéger l'économie. Autre déclaration de Mounir Majoubi. Tout de suite donc, retour au débat dans l'hémicycle. Nous abordons donc, à l'occasion de cette session parlementaire automnale particulièrement chargée pour le ministère de l'Intérieur, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. Délibéré lors du Conseil des ministres du 22 novembre dernier, le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui a pour objet de transposer 2 directives et de tirer les conséquences d'une décision. Tout d'abord, transposition de la directive du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union. Mon collègue Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, vous en présentera les grandes lignes dans quelques instants et donc l'économie générale du texte. Le terme de transposition de cette directive, fixé au 9 mai 2018, commandait l'urgence de l'examen parlementaire du présent projet de loi. Transposition ensuite de la directive du 17 mai 2017, modifiant la directive de 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Enfin, transposition de la décision du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès aux services publics réglementés offerts par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo. S'agissant de la directive du 17 mai 2017, dont le terme de transposition est fixé au 14 septembre 2018, elle a été prise à l'initiative de la France à la suite des attentats de Paris en janvier 2015. Son fil conducteur est le renforcement du contrôle de la circulation et du commerce des armes à feu, notamment des plus dangereuses, ainsi que de la coopération intra-européenne sur les flux d'armes à feu. Elle a donc pour finalité le renforcement de la sécurité publique. Cette directive supprime tout d'abord la catégorie D des armes à feu, catégorie qui correspondait au régime administratif de l'enregistrement. Désormais, toutes les armes à feu devront au moins relever de la catégorie C, soumise à une déclaration, à l'exception des armes historiques et de certaines reproductions de ces armes historiques. La directive surclasse par ailleurs certaines armes qui étaient jusqu'alors soumises à autorisation pour les faire passer sous un régime d'interdiction. Le projet de loi ouvre cependant, comme l'autorise la directive, des dérogations. Les dérogations pour lesquelles nous nous sommes attachés, une, c'est la pratique du tir sportif et la sécurité privée, selon des modalités qui seront précisées par décret. Je tiens à ce stade de mon propos à préciser que la directive prévoyait également la possibilité d'une 3e exception pour les collectionneurs, dans laquelle nous n'avons pas souhaité nous engager pour des raisons, là aussi, de sécurité publique. La directive impose, pour les ventes d'armes à distance,
une vérification préalable à la livraison de l'identité et du titre de détention de l'acquéreur. En pratique, les ventes entre particuliers devront faire l'objet d'une vérification par un professionnel préalable à la livraison pour s'assurer de l'identité de l'acquéreur et du fait qu'il n'est pas interdit de détention de port d'armes. Enfin, le projet de loi permet aux armuriers de refuser légalement de conclure des transactions d'armes ou de munitions qu'ils pourraient raisonnablement considérer comme suspectes, leur assurant ainsi une protection juridique qui fait aujourd'hui défaut. Ces dispositions sont toutes guidées par le souci de renforcer les contrôles sur la circulation et le commerce des armes dans un but exclusif de sécurité publique. Je ne m'étendrai pas sur la nécessité et l'urgence d'insérer au plus vite de telles dispositions dans notre droit au regard du contexte que traverse notre pays depuis 2015 et naturellement également d'autres pays européens. Pour ce qui concerne les dispositions du titre III du projet de loi, qui concerne Galileo, je voudrais rappeler qu'il s'agit d'un projet européen d'importance stratégique consistant en un système de positionnement par satellite, Galileo, entré en service le 15 décembre 2016. Depuis lors, le lancement de nouveaux satellites se poursuit, pas plus tard d'ailleurs que le 12 décembre dernier, avec la mise sur orbite de 4 satellites supplémentaires. Outre les services ouverts destinés au grand public, qui sont d'ores et déjà partiellement accessibles, le système Galileo émet un signal sécurisé de haute précision, le service public réglementé, dit PRS, service public réglementé, exclusivement réservé aux utilisateurs autorisés par décision gouvernementale. Ce signal chiffré, protégé contre le brouillage et le leurrage, est destiné à des utilisations nécessitant une grande fiabilité du signal et qui sont contrôlées par les États. À cet égard, le projet de loi propose de nous doter des outils juridiques nécessaires à la mise en œuvre des mesures de contrôle de l'accès à ce signal sécurisé. Il prévoit notamment qu'une autorisation est obligatoire pour développer, fabriquer et exporter les récepteurs spécifiques du signal PRS ou la technologie et les logiciels associés à ce matériel. Il prévoit des sanctions administratives et pénales en cas de manquement à la loi. Ces mesures permettront à la France d'assurer un haut niveau de sécurité du service public réglementé, PRS, dont les applications, notamment en matière de sécurité et de défense, contribueront à assurer en toutes circonstances la protection de nos concitoyens. Elles permettront aussi de sortir de la dépendance à des systèmes de positionnement satellite étrangers dont le contrôle échappe totalement aux pays européens. Voici pour la présentation des principales dispositions du projet de loi. Je voudrais pour terminer saluer le travail effectué par votre commission des lois sur le texte. Fidèle à sa tradition d'excellence juridique, elle a, sur la proposition de son rapporteur, procédé à un important travail de précision et d'amélioration de la rédaction de certaines dispositions, travail auquel le Gouvernement est favorable. Qu'il me soit cependant permis, à ce stade de mon propos, de relever une petite divergence ou différence, une discordance d'appréciation sur le régime juridique des reproductions d'armes historiques, sur laquelle je reviendrai à l'article 16. Sous cette réserve très légère, le Gouvernement vous invite bien évidemment à adopter le présent projet de loi qui est, comme vous l'avez compris, très important pour notre sécurité. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du numérique. Monsieur le Président,
Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Bon, c'est une tradition bien ancrée dans la Haute Assemblée. La précédente fois, c'était pour moi il y a quelques semaines pour vous parler d'intelligence artificielle. Vous êtes l'Assemblée du numérique, vous êtes l'Assemblée qui porte et qui est la première à porter ces sujets. Déjà en 2012, avec Monsieur Bockel, vous aviez été les premiers à écrire un rapport sur la cybersécurité, qui avait été à l'époque le rapport le plus riche et qui a continué à influencer ces dernières années tout le travail et la réflexion française sur les sujets de cybersécurité. Alors 2012, ça fait déjà près de 5 ans, plus de 5 ans, et 5 ans à la vitesse du numérique, c'est une éternité. Les règles que nous avions définies à l'époque, la façon qu'on avait de voir le risque à l'époque, les risques de l'époque, aujourd'hui, sont radicalement transformés. À la fois les menaces, mais aussi les usages. C'est-à-dire que les menaces sont nouvelles, mais la façon dont le numérique s'est diffusé dans l'intégralité des espaces de notre vie ont évolué à une rapidité extrême. Alors, je me réjouis de l'échange qu'on va avoir. C'est à chaque fois un échange riche et sur des sujets qui sont nouveaux pour les Français et qui intéressent de plus en plus les Français. Et l'intérêt sur ces sujets, c'est de surtout pas les penser comme des sujets techniques, mais bien de se dire que quand on parle techniquement de ces sujets, on parle techniquement d'un sujet très politique et d'un sujet très important dans la vie de nos entreprises et dans la vie des citoyens. Alors, je veux absolument remercier le travail tout à fait remarquable qui a été accompli par la Commission des lois, M. Philippe Bas, et par vous, Monsieur le rapporteur, M. Bonnecarrère. J'ai lu personnellement l'intégralité du rapport, parce que c'est aussi une expérience personnelle. C'est le premier texte que je viens défendre. Donc il était intéressant pour moi de voir le travail de la Commission, et j'ai vu sa richesse, son exhaustivité, et je vous en remercie. J'ai aussi lu le texte d'origine que nous avions proposé, et je ne peux que constater que vous l'avez amélioré, rendu plus clair à de nombreuses reprises, et puis parfois vous avez corrigé des erreurs, et c'est tout à votre honneur, et je vous en remercie. Alors, on partage ce souci de mieux défendre nos concitoyens contre des attaques informatiques. Les concitoyens ont compris, et ils en parlent de plus en plus, que c'est un sujet essentiel de leur vie. Aujourd'hui, le risque, à l'époque, le risque cyber, il était confiné à l'espace numérique. C'est-à-dire que quand un ordinateur était hacké, quand un dispositif était hacké, c'était l'ordinateur qui tombait en panne. Aujourd'hui, les conséquences dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'une organisation, sont des conséquences réelles, des conséquences physiques. Et donc aujourd'hui, le niveau de sécurité d'une entreprise, c'est pas uniquement de savoir si on protège ses ordinateurs et ses réseaux, c'est bien que l'on protège ses fournisseurs, que l'on protège ses clients, que l'on protège l'impact que ça peut avoir sur notre économie. Et le risque est potentiellement catastrophique. Alors dès 2013, le législateur français a fixé des exigences en matière de sécurité informatique aux systèmes d'information les plus critiques pour les opérateurs d'importance vitale, les fameuses OIV, avec une liste très restrictive. L'objectif était avant tout de maintenir la capacité minimale de la société en cas de crise majeure par la protection des systèmes d'information concernés. On parlait de peu d'acteurs à qui on avait un niveau d'exigence très élevé, et pour ces acteurs-là, nous avions su définir un cadre d'exigence et nous avions su nous organiser autour de ce cadre pour faire respecter ces niveaux de sécurité. Alors cette initiative, elle a essaimé partout en Europe, nous faisions figure d'exemple, et donc en Europe, cette discussion a amené à élargir le périmètre des OIV à l'ensemble des services non seulement vitaux, mais aussi essentiels à la société. Et ça a été tout l'objet des débats européens sur la définition de ces services essentiels à la société. Cette préoccupation, elle répond à la multiplication des attaques de grande ampleur, mais d'intensité moyenne, néanmoins capable de toucher durement notre société. Si on prend l'exemple de l'attaque WannaCry, WannaCry, ce n'était pas une attaque de très grande ampleur, mais c'était une attaque moyenne sur des organisations moyennes, mais très nombreuses. C'est-à-dire que nous avons eu des petites organisations à faible impact qui, si on en faisait la somme, ont eu un impact sur nos sociétés. Si on regarde ce qui s'est passé de l'autre côté, près de nous, au Royaume-Uni, c'était des hôpitaux, près d'une dizaine d'hôpitaux touchés par WannaCry. Ces hôpitaux, aujourd'hui, ils n'auraient pas été protégés dans le cadre des OIV. Eh bien, avec les OS, il faudra se poser la question, il faudra voir quelles seront les conséquences. Il faut qu'on soit capable d'ouvrir ces périmètres. Pour redire clairement ce que c'était cette attaque WannaCry, c'était une attaque qui n'était pas une attaque ciblée, c'était une attaque par reproduction, c'est-à-dire que de nombreuses cibles ont été touchées sans que quelqu'un ait eu la volonté de cibler chacune d'entre elles. Et donc c'est encore plus dangereux, puisque ça veut dire qu'on ne se protège pas d'un seul ennemi, on se protège d'un système. Et donc il faut qu'on augmente le niveau global de sécurité. C'est toute la philosophie du texte. Augmenter le niveau global de résilience et le niveau global de sécurité des réseaux les plus essentiels. Alors la transposition de cette directive, la directive Nice, elle nous offre
la possibilité, elle nous offre l'espoir, elle nous offre la capacité, au niveau collectif, de mieux se protéger. C'est-à-dire que si ces opérateurs de services essentiels se protègent mieux, et ils seront désignés par le Premier ministre, eh bien globalement, c'est toute la France qui sera mieux protégée. Les règles de sécurité qu'on imposera à ces opérateurs, ils seront définis par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, avec des règles qui devront à la fois être réalistes, c'est-à-dire qu'elles puissent être applicables dans des coûts maîtrisés et maîtrisables par ces organisations, mais qui assurent bien, et c'est bien l'objectif de cette loi, et c'est comme ça qu'on devra l'évaluer dans quelques années, s'assurer qu'on a bien augmenté le niveau de sécurisation globale de notre société et de résilience après attaque ou pendant une attaque. Alors, ces règles, elles ont été définies à l'échelle européenne. Elles seront aussi applicables aux plus grands fournisseurs de services, c'est le deuxième volet, fournisseurs de services numériques qui, par l'ampleur de leurs services, parce qu'ils ont de très nombreux clients, ont une responsabilité particulière. Parce qu'un de ces fournisseurs de services défaillants, ou une sécurité défaillante chez ces fournisseurs-là, c'est une sécurité défaillante pour des milliers de clients qui les concernent. C'est pour ça qu'on a d'un côté ces opérateurs, et de l'autre, on a ces fournisseurs de services, parce qu'ils sont les nœuds de la diffusion, ils sont les nœuds de la sécurité de nos réseaux. Alors, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, le gouvernement a déposé 2 amendements après de nombreux échanges. L'enjeu de ces 2 amendements seront des amendements qui sont liés à la formulation, pour une formulation plus claire, plus définie. Nous avions fait une proposition, vous en aviez fait une autre, et vous verrez que l'amendement est une fusion intelligente des 2 propositions. Il s'agit dans tous les cas de trouver le meilleur moyen de progresser sur la voie de la sécurité numérique. Cette sécurité numérique, cet enjeu d'augmentation de sécurité numérique, il est attendu par tous les Français. Et plus globalement, il est la condition essentielle de la confiance des Français dans la transformation numérique que nous sommes en train de vivre, à la fois dans ses volets économiques, mais aussi dans ses volets publics. Il n'y a pas de transformation numérique de l'État et des services publics, il n'y a pas de transformation numérique de l'économie, d'émergence de start-up, de PME qui se numérisent, si en même temps il n'y a pas une profonde conscience par tous les Français que l'État a permis un niveau de sécurité plus élevé. Donc c'est pour ça que ce sujet, il n'est absolument pas technique, il est à la fois économique, il est à la fois sociétal, et j'espère, et ce sera l'occasion, aujourd'hui peu de journalistes ont voulu m'interroger sur ce sujet, mais je suis certain que très bientôt, les gens poseront tous des questions sur ce projet, et je vous en remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur... Pardon, Monsieur le rapporteur, pardon, Monsieur Philippe Bonnecarrère. J'avais oublié le rapporteur. Voilà. Donc, c'est un détail. Désolé, excusez-moi. Merci. Oui, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le gouvernement manifeste sa considération vis-à-vis du Parlement, à travers bien sûr les propos élogieux et collectifs qui ont été les vôtres il y a quelques secondes, mais aussi en lui prêtant des connaissances encyclopédiques, puisque nous allons traiter de 3 sujets différents, la cybersécurité, les armes et le système satellitaire Galileo. Préalablement, je voudrais rassurer chacun d'entre vous sur le fait que les 3 parties du texte ne posent aucune difficulté de subsidiarité. La lutte contre la cybercriminalité est bien sûr un enjeu européen, comme les questions d'armes, et le système satellitaire Galileo est par essence un programme européen. Pas de problème de subsidiarité, pas non plus de surtransposition majeure, à une exception, effectivement en lien avec l'objectif à atteindre. S'agissant pour l'essentiel d'une transposition, notre examen sera plus contraint que celui d'un projet de loi classique. Alors, améliorer la cybersécurité, l'objectif de la directive dite NIS, pour Network and Information Security, du 6 juillet 2016, qui doit être transposée, cela vous a été rappelé, avant le 9 mai 2018. Les risques de cyberattaques criminelles sont largement partagés en Europe et nous avons entendu, Monsieur le Ministre, votre propos suivant lequel cette question ne doit pas simplement être vue sur le plan technique ou technologique. Vous trouverez, chers collègues, dans ce texte l'obligation de respecter un socle minimal de mesures de sécurité, des modalités de contrôle, ainsi qu'une obligation de déclaration à l'ANSSI des incidents. Sont concernés par la directive les opérateurs économiques dits essentiels et les fournisseurs de services numériques. La notion d'opérateur économique essentiel vous est connue.
Vous l'avez trouvé en matière de défense dans la loi de programmation militaire de 2013, avec environ 250 entreprises qui sont classées opérateurs d'intérêt vital, dites OIV. Le champ d'application des opérateurs économiques essentiels sera plus large en raison d'une légère surtransposition dans la définition que je vous ai signalée tout à l'heure et de l'intention des services du Premier ministre que nous avons interrogés d'aller au-delà des 7 services, des 7 secteurs visés par la directive, en y rajoutant probablement le tourisme, l'agroalimentaire et l'automobile. Vous pouvez aisément l'appréhender à travers, par exemple, la notion d'automobile dite autonome qui devrait arriver assez vite et avec, à l'évidence, les problèmes de maîtrise que ceci peut poser. À terme, nous aurions de l'ordre de 600 entreprises classées en opérateurs économiques essentiels. Il convient que nous soyons conscients du coût économique découlant de la directive Nice. 600 entreprises, probablement les plus grandes, donneront à leur pratique de sécurité, par un effet de cascade dans les conventions avec les sous-traitants, un caractère systémique. Ce sont donc des dispositions qui, à mon sens, concerneront au moins indirectement, auront un effet sur les PME. Notre commission des lois vous demande, Monsieur le ministre, de compléter le projet d'ici la lecture à l'Assemblée en février. Pourquoi ? Le texte soumis comporte à l'article 9 des sanctions pénales en cas de violation des règles dites minimales en matière de protection des réseaux et systèmes d'information à fixer, suivant l'article 6, par voie réglementaire. Vous avez tous déjà anticipé sur ce que je vais vous indiquer. Le risque est fort que ce régime soit jugé contraire à la Constitution dans la mesure où il nous semble porter atteinte au principe à la valeur constitutionnelle de l'égalité des délits et des peines. Le législateur est tenu de définir les obligations sanctionnées, nous dit le Conseil constitutionnel, en termes suffisamment clairs et précis et ne peut l'abandonner au pouvoir réglementaire. S'agissant d'un travail que ne peut faire techniquement le Parlement, il vous appartient, nous semble-t-il, Monsieur le Ministre, de mener à bien les concertations et la référence aux bonnes pratiques professionnelles pour, d'ici la lecture devant l'Assemblée, préciser votre texte. Deuxième volet, la directive relative au contrôle de l'acquisition de la détention d'armes. Elle a connu un examen difficile devant le Parlement européen. La portée de cette directive du 17 mai 2017, qui doit être transposée avant le 14 septembre 2018, doit être relativisée. Elle est en particulier sans effet sur la lutte contre le trafic illégal, puisqu'elle ne traite en réalité que de la situation des personnes qui s'inscrivent ou s'inscriront dans le cadre légal. Cela ne veut pas dire que l'Union européenne soit sourde aux préoccupations dans ce domaine, puisque, en parallèle, elle a adopté un règlement visant à harmoniser les normes de neutralisation des armes, comme elle avait introduit un peu plus tôt un dispositif obligatoire qui a été transposé dans notre pays par un décret du 29 août 2017 pour les opérateurs économiques d'enregistrement des transactions concernant des substances susceptibles d'être utilisées à des fins de fabrication d'explosifs, à l'exemple du TATP. Dans une logique d'augmentation du contrôle des armes à feu, la directive supprime la catégorie dite D1 des armes à feu, élargit la catégorie A. Le gouvernement a fait le choix d'activer des dérogations concernant les tireurs sportifs et certaines sociétés de sécurité privée bénéficiant d'un agrément. Les ventes par correspondance d'armes restent licites, à condition que les armes soient livrées par l'intermédiaire d'un armurier ou que la plateforme utilisée soit celle d'un armurier. C'est le respect de l'obligation de déclaration qui est recherché. Madame la ministre vient de vous en parler dans les transactions. Elle vous a annoncé également peut-être une petite divergence à l'égard de notre position. Ceci concerne les collectionneurs. Nous avons proposé une solution élégante et a priori appréciée, si j'en juge par l'absence d'amendement en séance.
qui consiste à garder les collectionneurs d'armes ou de répliques d'armes historiques dans le cadre d'un volet législatif sans priver l'autorité publique d'intervenir en fonction de leur niveau dit de dangerosité. Quelques mots en conclusion concernant Galileo, programme européen de radionavigation et de positionnement par satellite, à comparer avec le système américain dit GPS et avec les systèmes déjà opérationnels russes et chinois. Galileo comprend trois services distincts, un service ouvert, accessible à tous, conçu pour servir de support aux applications de géolocalisation, un service commercial dont tout laisse penser qu'il sera finalement gratuit, et un service public réglementé, dit SPR, qui est votre sujet de ce soir, très sécurisé, à usage beaucoup plus restreint, en clair, à vocation de renseignement ou militaire. La décision du 25 octobre 2011, dont la transposition vous est demandée, précise que pour activer le service réglementé de Galileo, 23 satellites à l'heure actuelle sur 30 prévus, et un début de caractère opérationnel à la fin de l'année dernière. Donc, pour activer le service réglementé de Galileo, doit être mis en place un système d'organisation administrative minimum par État membre, accompagné d'un système de sanctions pénales. Le Parlement, chers collègues, ne peut que donner un feu vert à la mise en œuvre du service public réglementé. Il serait regrettable que notre défense ne puisse pas accéder à Galileo, et pour cela, il faut un cadre minimaliste, tant sur l'aspect administratif que sur le plan de la sanction pénale. C'est le sens de la transposition qui vous est soumise. Merci, chers collègues, de votre attention. Oui, monsieur le rapporteur, merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Denis Waterblé. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce sont trois sujets bien distincts en matière de sécurité qui sont regroupés au sein de ce projet de loi. D'abord, la transposition de la directive relative à la cybersécurité, la transposition de la directive relative aux armes à feu, et enfin le programme européen de positionnement par satellite Galileo. Concernant la transposition de la directive relative à la cybersécurité, l'actualité récente a montré que tous les secteurs d'activité pouvaient être victimes de cyberattaques, pouvant ralentir, voire paralyser l'activité économique et sociétale de l'État et bien au-delà la stabilité de la prospérité économique de l'Europe. L'objectif de cette directive est donc de garantir la continuité de ces activités. Il appartient alors à chaque État membre de renforcer le niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Des opérateurs et fournisseurs des services essentiels garantissant la continuité des échanges au sein du marché intérieur et la compétitivité de l'Union européenne dans le commerce international. Les cyberattaques visent donc aussi les fournisseurs de services numériques ayant un rôle clé dans le fonctionnement en raison de l'importance croissante du numérique. Ces services sont eux-mêmes souvent utilisés par les opérateurs de services essentiels. Il est donc primordial là aussi d'en renforcer la sécurité. Dans notre monde toujours plus interdépendant et interconnecté, nous pouvons en effet espérer lutter efficacement contre la cybercriminalité sans avoir une approche commune ni instaurer une coordination. Dès lors qu'il s'agit d'une criminalité sans frontières, aucune politique nationale seule ne peut être suffisante. Les dispositions ainsi prévues sont parfaitement adaptées à la situation actuelle. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, assurant la fonction de défense et de sécurité des systèmes d'information, a donc par nature vocation à être au cœur du dispositif des transpositions et se verra ainsi attribuer de nouvelles missions. Concernant la transposition de la directive relative aux armes à feu, celle-ci comporte principalement des mesures qui visent à mieux encadrer les régimes légaux d'acquisition et de détention des armes. D'une part, en durcissant les règles applicables pour l'acquisition et la détention des armes, et d'autre part, en durcissant la sécurité et les conditions de vente des armes à feu. 6 mesures nécessitent une transition par voie législative, et j'en prendrai que 2 puisque le temps est compté.
La première, c'est la disparition de la catégorie D des armes à feu et le nouveau régime de reproduction des armes historiques. Concernant la première, l'objectif du projet de loi est d'aligner les catégories d'armes nationales sur les catégories d'armes à feu prévues par la directive du 17 mai 2017. En effet, en France, les armes de chasse relèvent de deux catégories juridiques distinctes, la catégorie C, soumise à déclaration, et la catégorie D1, soumise à enregistrement. L'esprit de la directive du 17 mai 2017 est de supprimer la formalité d'enregistrement des armes de catégorie D1 pour la remplacer par la procédure de déclaration, contribuant au renforcement de la sécurité publique. Il n'existe plus dès lors que trois catégories d'armes à feu, A, B, C. En outre, cet alignement a pour conséquence positive de supprimer la distinction de deux procédures administratives qui étaient de fait devenues semblables après les modifications introduites par la loi 2016-731 du 3 juin 2016. Pour les chasseurs, qu'ils soient rassurés, le changement sera donc administrativement neutre, plus formel que réel en quelque sorte. Ensuite, les armes historiques et de collection, ainsi que leur reproduction, sont actuellement classées par la loi en catégorie D2, armes dont l'acquisition et l'addition sont libres. L'objectif poursuivi par la directive est de dissocier le régime des armes historiques de celui de leur production, lorsque la technologie de ces dernières les renforce en dangerosité, susceptible bien sûr d'améliorer leur durabilité et leur précision. Le projet de loi indique que les armes historiques et de collection, ainsi que leur reproduction, seront classées par décret en Conseil d'État, en englobant toutes les armes de l'article L311-3, c'est-à-dire non seulement les reproductions d'armes historiques, mais également les armes historiques elles-mêmes. La rédaction du gouvernement excède le champ de la directive qui ne vise qu'à surclasser les reproductions d'armes historiques présentant un niveau élevé de dangerosité. Or, pour les collectionneurs, la suppression de la catégorie D mettrait les armes historiques et leur reproduction à la merci du pouvoir réglementaire, pour reprendre leur expression. Dans ce contexte, à l'initiative du rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement de compromis afin de conserver le classement des armes historiques et leur reproduction en catégorie D2, comme le demandent les collectionneurs, sauf pour certaines armes présentant une dangerosité élevée et dont la liste serait fixée par un décret en Conseil d'État. Enfin, concernant le programme européen de positionnement par satellite Galileo, troisième volet de ce projet de loi, ce programme doit permettre d'offrir à l'Union européenne son propre système mondial de navigation par satellite et ainsi de garantir son indépendance stratégique vis-à-vis des dispositifs existants et à venir, comme bien sûr le GPS américain. Il y aura des applications dans une grande variété de domaines, tant pour des usages gouvernementaux que dans la vie des citoyens européens. Il comprend trois services distincts: un service ouvert, accessible à tous et gratuit, un service commercial et un service réglementé, public réglementé, le PRS, très sécurisé et à usage plus restreint. Aussi, afin de garantir la sécurité de ce dispositif sensible, un contrôle rigoureux de l'accès des utilisateurs est exigé, utilisant à la fois des moyens techniques et des moyens institutionnels, mise en place d'une procédure d'autorisation, homologation des récepteurs, sur des types de contrôle incombent aux États membres en vertu de la décision du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011. L'article 22 du projet de loi tend donc à inscrire dans le Code de défense les dispositions de la décision du 25 octobre 2011 afin de fixer un cadre administratif minimum et préalable ainsi qu'un régime de sanctions pénales. Dans l'ensemble, ce projet de loi se révèle conforme au texte européen qu'il tend à transposer. Au cours de son examen en commission, aucune difficulté s'agissant du partage entre le domaine réglementaire et le domaine législatif n'a été constatée. Ainsi, le groupe des Indépendants votera en faveur de ce projet de loi. Merci. Donc la parole est à Madame Maryse Carrère pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les directives aujourd'hui soumises à notre transposition traitent de sujets importants pour notre pays, qu'il s'agisse de la lutte contre la cybercriminalité, du renforcement du cadre de la commercialisation des armes à feu ou encore de l'exploitation des données collectées par Galileo. Les contraintes qui encadrent notre mission de transposition ne doivent pas nous dispenser d'un examen méticuleux des dispositions translatées dans notre droit. Tel n'a pas été le parti pris de notre rapporteur qui a, il faut le souligner, apporté de nombreuses améliorations au texte initial. Dans ces cas précis, la transposition comporte bien des embûches.
Notre rapporteur a par exemple souligné les conséquences problématiques de la suppression pure et simple de la référence des armes de catégorie D proposée par le gouvernement, ou encore la nécessité de prendre en compte les exigences constitutionnelles s'imposant aux mises en demeure préalables au prononcé d'une sanction. Nous soutenons ainsi l'essentiel des modifications qu'il a méthodiquement apportées, bien que certaines modalités de mise en œuvre des dispositions fixées par la directive méritent quelques débats. Comme aurait pu le dire Georges Clemenceau, la cybersécurité est une chose trop grave pour la confier à des ingénieurs. Ce sujet a été trop longtemps abandonné aux concepteurs et aux techniciens des systèmes d'information. Nous en prenons aujourd'hui progressivement la mesure à l'occasion de piratages spectaculaires affectant nos institutions et notre économie. Aujourd'hui, le directeur de l'ANSSI nous appelle à nous saisir du problème. Selon ses mots, la cybersécurité est l'affaire des décideurs. Selon les estimations de la Commission européenne, l'ampleur de ces phénomènes est sans précédent. 80% des entreprises européennes en seraient victimes et dans certains États membres, la cybercriminalité représenterait 50% des infractions constatées. Les victimes collatérales sont l'ensemble des utilisateurs des services affectés. Certains subissent même les inconvénients de résider dans une zone blanche tout en étant exposés à la cybercriminalité, ce qui est une situation particulièrement injuste et paradoxale, vous en conviendrez. Face à l'augmentation de ces incidents, quelle réponse apporter ? La cybercriminalité aurait pu être regardée comme le prolongement électronique d'incriminations multiséculaires, le vol ou l'usurpation d'identité. Selon cette conception, le service de lutte contre la cybercriminalité aurait dû être rattaché au ministère de l'Intérieur et être combattu avec les moyens humains et matériels lui étant dévolus. En France, dès sa création en 2001, la Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information a été placée sous l'autorité du Premier ministre, tutelle qui n'a pas été remise en cause en 2009 lors de la transformation de la direction en agence. Dès lors, l'ANSSI assure le volet préventif de la cybersécurité et le système judiciaire le volet répressif. Cette architecture institutionnelle n'est pas anodine et a influencé certaines des dispositions du projet de loi au-delà des objectifs fixés par la directive. En premier lieu, le texte confie de nombreuses prérogatives au Premier ministre. Il nous semble qu'il aurait été plus judicieux de confier ces missions à l'ANSSI, vu le nombre de décisions qui reviennent par ailleurs au chef du gouvernement. Cela aurait permis de ne pas remettre en cause la légitimité de l'agence en la matière, bien qu'à terme, son indépendance pourrait être envisagée. En second lieu, les modalités des contrôles de l'application des normes élaborées par l'ANSSI ne sont pas satisfaisantes. Nous considérons que l'ANSSI, qui soutient déjà considérablement les opérateurs d'importance vitale, est suffisamment dimensionnée pour mener les contrôles nécessaires auprès des opérateurs de services essentiels publics, sans que la charge de ces contrôles incombe à ces derniers. À tout le moins, un traitement différencié aurait pu être appliqué selon la nature publique ou non des OSE, afin de ne pas mettre en difficulté des établissements publics aux finances déjà fragiles, je pense en particulier aux hôpitaux. Enfin, en raison de la grande sensibilité des données économiques individuelles en jeu, il nous semble que le non-respect des règles fixées par l'ANSSI devrait être strictement sanctionné, comme le prévoit la directive. Sans que les deux directives soient liées, la lutte contre la détention illégale d'armes n'est pas éloignée des questions cyber, tant le dark web est devenu une plateforme de fournisseurs pour les organisations de criminalité organisée. La deuxième directive s'inscrit donc dans la continuité de la déclaration de Paris et des dispositions de la loi du 3 juin 2016 relative aux armes à feu. Le régime de l'enregistrement des armes de type D1, vidé de sens, fusionne avec celui de la déclaration. La livraison d'armes est mieux encadrée, de même que la profession d'armurier, grâce aux amendements de notre rapporteur. Il serait cependant naïf de croire que ces modifications assécheront les réseaux d'approvisionnement des organisations terroristes, si l'ensemble de nos partenaires européens ne s'astreignent pas à une rigueur comparable. Jusqu'à présent, la déclaration de Paris n'a eu que des effets mitigés. Dans cette perspective, nous soutenons le gouvernement dans la poursuite des négociations afin d'obtenir des engagements plus contraignants, notamment pour l'harmonisation des règles de neutralisation d'armes saisies. Enfin, le surclassement des fusils à canon lisse utilisés pour la chasse pourrait placer leurs utilisateurs dans une situation d'insécurité juridique. Nous attendons donc du gouvernement qu'il se positionne clairement sur les solutions déjà envisagées dans l'étude d'impact et qu'il donne de sérieux gages aux personnes concernées. Au-delà des réserves que je viens d'exprimer,
Je considère, comme la plupart des membres du groupe RDSE, que cette transposition constitue une avancée et nous voterons donc favorablement pour ce texte. Merci. Merci. Donc, la parole est à Madame Brigitte Lherbier. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la gestion des risques est aujourd'hui au cœur des politiques publiques tout comme des entreprises. En matière de sécurité, l'entreprise est une cible d'autant plus exposée qu'elle est insérée dans un ensemble d'interdépendances nationales et internationales. Les menaces pesant sur les États et sur les entreprises sont protéiformes. Cybercriminalité, espionnage économique, ou bien encore actions d'influence, de désinformation, de déstabilisation, atteinte à la réputation, mais aussi risques technologiques, environnementaux, sabotage. C'est pourquoi les pouvoirs publics doivent être en mesure de proposer à nos entreprises françaises, européennes ou bien étrangères implantées en France un niveau de sécurité suffisant pour préserver leurs intérêts et leurs richesses. Je suis fort satisfaite que la gouvernance européenne ne s'applique pas uniquement dans les rapports de force entre les territoires, mais concerne également un cyberterritoire, dont l'aire est en réalité planétaire, et puisse s'attacher à proposer aux États membres un socle commun en la matière. La directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, que nous transposons aujourd'hui dans notre droit, a été conçue dans cet objectif, afin d'intensifier la coopération entre les États membres sur la question essentielle de cybersécurité. Elle établit des obligations en matière de sécurité, tant pour les opérateurs fournissant des services essentiels dans des secteurs décisifs tels que l'énergie, les transports, la santé et la finance, que pour les fournisseurs de services numériques. Veiller à la sécurité des réseaux en identifiant les risques qui menacent et créer une obligation de notification des incidents graves survenus permettront indéniablement d'améliorer la sécurité de tous. Dans ce cybermonde, lorsqu'une faiblesse est constatée sur un maillon, l'ensemble des services interconnectés est en réalité atteint. Il me paraît néanmoins essentiel que toutes les garanties soient apportées dans les obligations pour préserver les secrets industriels et commerciaux. Sur ce point, notre rapporteur, Philippe Bonnecarrère, nous a rassurés et j'en suis pleinement satisfaite. Le rapporteur nous a également proposé d'apporter des précisions dans les définitions transposées pour plus de clarté. Cela nous semble nécessaire lorsqu'on touche aux libertés publiques. La France ne part pas de rien, puisque nous sommes déjà dotés d'outils éprouvés et d'une agence dédiée à cet effet, l'ANSSI, véritable autorité en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information pour la sécurité numérique de la nation. Cette agence nationale permet à chaque acteur d'accentuer sa vigilance dans cet espace ouvert confronté aux cybermenaces. Je formule le vœu que son rôle soit renforcé. Longtemps restée l'affaire de spécialistes, la cybersécurité est aujourd'hui un défi pour chacun d'entre nous, pour la science, l'industrie et donc pour l'État. Je souhaiterais compléter mon propos en évoquant également un point de la seconde directive concernant le contrôle et l'acquisition de détention d'armes à feu détenues par les collectionneurs. Si le Conseil d'État nous avait rassurés dans son avis sur le cas des armes historiques et de certaines de leurs reproductions qui demeurent en dehors du champ d'application de la directive, je salue l'initiative subtile de notre rapporteur qui permet que ces armes soient classées en catégorie libre d'acquisition et de détention, à l'exception de certaines qui présenteraient une dangerosité avérée et dont la liste sera établie par décret en Conseil d'État.
Les collectionneurs peuvent donc être rassurés par cette mesure extrêmement protectrice de leur statut qui leur évite des formalités fastidieuses et des restrictions sans commune mesure avec la dangerosité des armes et matériels qu'ils détiennent. La garantie de la sécurité et de l'intégrité de chaque citoyen constituant un droit fondamental, il paraît primordial que l'usage, la détention et la commercialisation d'armes à feu soient définis selon les mêmes termes dans l'espace européen de libre circulation. L'actualité nous démontre au quotidien la nécessité de raisonner au-delà de nos frontières et d'agir avec nos partenaires européens. Jusqu'à la semaine dernière, j'étais adjointe au maire de Tourcoing, ville frontalière, chargée de la sécurité. Je travaillais au quotidien avec les autorités belges voisines, c'était une nécessité locale. Je voudrais conclure en signalant que jeudi dernier, le général Marc Watin-Augouard, fondateur et délégué du Forum international de la cybercriminalité, nous a réunis autour des enjeux stratégiques de cybersécurité et de cyberdéfense pour préparer la prochaine édition du FIC qui se tiendra à Lille en janvier prochain. Vous y êtes tous, je pense, invités par la gendarmerie. J'ai donc pu, à cette occasion, constater à nouveau que la gendarmerie nationale était efficace et prête à s'organiser avec ses homologues européens, tout en rappelant aux spécialistes présents combien le Sénat, et Monsieur le rapporteur, vous en avez encore fait preuve aujourd'hui, est en permanence attentif à ces enjeux. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Thani Mohamed Soly. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les projets de loi présentés sous l'acronyme générique DDADUE, dont le contenu est généralement très aride, visent à incorporer à notre droit national un ensemble de directives et de règlements européens récemment adoptés. En l'occurrence, celui qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de transposer 2 directives du Parlement européen et du Conseil. L'une consacrée au combat pour la cybersécurité et qui doit être transposée par les États membres avant le 9 mai 2018, et l'autre destinée à lutter contre le trafic d'armes, dont le délai limite de transposition nationale est quant à lui fixé au 14 septembre 2018. Ce projet de loi tire également les conséquences d'une décision du 25 octobre 2011 relative au système de positionnement par satellite Galileo. À titre liminaire, je voudrais souligner les progrès incontestables effectués par notre pays ces dernières années pour sortir de ce statut de mauvais élève en matière de transposition. À ce titre, le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte, ce qui démontre sa volonté d'agir vite afin de garantir un niveau de sécurité élevé des citoyens et respecter ainsi ses engagements européens. Attardons-nous maintenant sur les dispositions du texte examiné par notre Assemblée. Son titre 1, consacré à la transposition de la directive Network Security and Information du 6 juillet 2016, a pour objectif de renforcer les capacités nationales en matière de cybersécurité et d'établir un cadre formel de coopération entre États membres. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces dispositions compte tenu de la menace croissante visant le patrimoine numérique des entreprises et les données personnelles des citoyens. Dans un monde de plus en plus connecté, les incidents sont devenus légion. Si la transformation numérique offre aux entreprises un formidable levier de croissance, elle induit dans le même temps une prolifération de nouveaux risques aux conséquences économiques et juridiques majeures. Selon Bruxelles,
80% des entreprises européennes auraient connu au moins un incident de sécurité en 2016. Ce texte dote donc la France des moyens de se prémunir contre ces cyberattaques en imposant désormais aux opérateurs et aux fournisseurs de services numériques d'identifier les risques potentiels en matière de sécurité numérique, de prendre à leurs frais les décisions qui s'imposent pour les maîtriser et d'informer l'autorité nationale compétente en la matière, l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information. Le titre 2 transpose, quant à lui, une directive du 17 mai 2017 prise à l'initiative de la France à la suite des attentats de Paris qui ont endeuillé notre pays en novembre 2015 et dont l'objet est de renforcer le contrôle de la circulation et du commerce des armes à feu. Le présent projet de loi permet notamment aux armuriers de refuser de conclure des transactions d'armes ou de munitions qu'ils pourraient raisonnablement considérer comme suspectes. On peut néanmoins regretter que la directive ne traite pas de la problématique du trafic illégal, car il est un sujet majeur de préoccupation, en particulier en ce qui concerne le terrorisme. S'agissant de la question des armes historiques actives et de leur reproduction, la commission des lois du Sénat a préféré faire le choix du compromis en revenant sur la suppression de la catégorie D. Pourtant, la directive impose aux États membres, en raison des techniques modernes qui peuvent augmenter la dangerosité des reproductions d'armes à feu anciennes, de durcir le régime qui leur est appliqué. Je réfléchis donc à voix haute, n'est-ce pas finalement reculer pour mieux sauter? Le titre 3 porte sur la décision du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui définit les modalités d'accès aux services publics réglementés du système mondial de navigation issu du programme européen Galileo de positionnement par satellite, entré en service le 15 décembre 2016. Le projet de loi introduit un cadre réglementaire assurant sa bonne utilisation et la sortie de sanctions pénales. Enfin, les deux derniers titres comprennent des dispositions non moins importantes puisqu'elles permettent l'application de la loi en Outre-mer et des dispositions transitoires. Ce texte a non seulement le mérite de mettre la France en conformité avec ses engagements européens, mais il offre également et surtout à ses citoyens un espace ouvert et unifié par des législations harmonisées en matière de sécurité dont on a malheureusement pu constater ces dernières années l'impérieuse nécessité. C'est la raison pour laquelle les sénateurs du groupe La République En Marche apporteront leur entier soutien au projet de loi de transposition. Merci. Donc la parole est maintenant à Madame Esther Benbassa. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi qui nous réunit aujourd'hui a pour objet de transposer ou de mettre en œuvre des directives ou décisions européennes dans notre droit. Si le temps qui m'est imparti ne me permet malheureusement pas de revenir en détail sur chacune de très nombreuses dispositions de ce texte, et je souhaiterais toutefois faire quelques remarques d'ordre général. D'abord, sur le déclenchement de la procédure accélérée, qui est souvent regrettable, et plus particulièrement s'agissant d'un texte aussi dense et complexe. Permettez-moi, mes chers collègues, de vous citer, pour illustrer mon propos, un passage des conclusions de la Commission des lois. Je cite, « Tout en relevant le risque d'inconstitutionnalité de l'article 6 du projet de loi qui, en raison de son manque de précision, pourrait être jugé contraire au principe de l'égalité des délits et des peines, la Commission n'a pas été en mesure d'y apporter des améliorations, les consultations portant sur le socle minimal de mesures de sécurité à imposer aux opérateurs économiques essentiels n'étant pas achevées au niveau interministériel. » Fin de citation. Édifiant, n'est-ce pas,
par manque de temps pour travailler de manière satisfaisante, la Commission se contente de relever le risque d'inconstitutionnalité. Ensuite, quel besoin y avait-il de traiter de 3 sujets distincts mais d'égale importance dans un même texte? La cybersécurité, la réglementation sur les armes à feu civiles et le système de positionnement par satellite Galileo recouvrent des enjeux bien différents qui auraient mérité d'être traités séparément dans un temps propice à un travail parlementaire de meilleure qualité. Faut-il le rappeler, mes chers collègues, nos concitoyens font preuve d'un véritable désamour vis-à-vis de l'Europe et de ses institutions qu'ils envisagent au mieux comme une bureaucratie intrusive, au pire comme un instrument supplémentaire de paupérisation. Plutôt que de faire preuve de pédagogie, de montrer la nécessité de construire ensemble un socle de droits et de devoirs cohérents, nous examinons, pardonnez ma familiarité, à la va-vite, un texte un peu fourre-tout. Sur le fond, pourtant, il y avait matière à montrer que l'Europe peut être protectrice et parfois même faire fi des pressions des lobbies. Prenons l'exemple de la directive relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Ce texte, demandé par la France après les attentats de 2015, a pour objet de réduire les sources potentielles de trafic illégal d'armes à feu et de limiter l'accès aux armes les plus dangereuses. Il vise notamment à lutter contre le détournement à des fins criminelles d'armes prétendument neutralisées. Eh bien, ce texte existe malgré l'intense lobbying des pro-armes au Parlement européen, souvent relayé par les députés conservateurs et d'extrême droite, voire par certains libéraux. Comme l'a rappelé notre collègue eurodéputé Pascal Durand, dont je partage l'analyse, je cite, « et les progrès réglementaires sont le fruit d'un compromis entre les objectifs de sécurité publique, en luttant notamment contre les risques de trafic d'armes et la possibilité d'acquérir une arme sur le marché intérieur. Ceci implique, entre autres, le contrôle de l'identité des personnes acquérant une arme en ligne et de la part des États membres, le partage des informations sur la possession d'armes à feu sur leur territoire. Par ailleurs, la vérification périodique ou continue de l'aptitude psychologique à détenir une arme à feu est désormais obligatoire et des restrictions s'appliquent sur l'entreposage des armes. » Fin de citation. Ce sont là des véritables avancées pour la sécurité commune, comme pour la sécurité de chacune et chacun, et nous nous en réjouissons. Ainsi, c'est avec le sentiment d'un travail, certes pas tout à fait accompli, mais convaincu de la nécessité de poursuivre la construction d'un droit européen cohérent que le groupe CRCE soutiendra ce texte. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est maintenant à Madame Laurence Harribey. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le rapporteur, le texte qui nous est soumis vise en effet la transposition du droit européen en droit national sur 3 volets qui ne sont pas vraiment un fourre-tout, qui sont plutôt peut-être un inventaire à la Prévert, mais qui en tout cas trouvent leur unité dans la recherche d'une meilleure sécurité. 2 directives, une sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, l'autre sur le contrôle de l'acquisition et la détention d'armes, et puis le service public réglementé issu du programme Galileo. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu
différents, mais en même temps, je pense que la visée est la même, plus de sécurité. Alors c'est un texte, comme nous l'a dit notre rapporteur en introduction, qui est technique et pour lequel la marge d'appréciation parlementaire est relativement restreinte et contraint par l'obligation d'intégration du droit européen dans le droit national. Et notre rôle a été de veiller aussi à une bonne intégration avec à la fois un risque de sous-transposition et un risque de sur-transposition, et de l'autre côté, veiller aussi, et le texte, les amendements le montrent, la part respective de ce qui relève du législatif et de ce qui relève du réglementaire. On dit souvent que le diable peut se cacher dans les détails, il peut aussi se cacher parfois dans le manque de détails, et c'est en tout cas le travail qu'a fait la commission des lois avec notre rapporteur. Et sur ce point, nous souscrivons au rapport qui a été présenté par notre collègue, y compris dans les amendements qui seront présentés et qui corrigent un certain nombre d'insuffisances ou de manques de clarification soulignés. Donc je ne vais pas revenir ici sur le détail de l'examen technique, mais plutôt essayer de remettre en perspective ce texte, parce que, comme l'a très bien dit Monsieur le ministre tout à l'heure, un texte technique n'est jamais uniquement technique. Derrière, il faut s'interroger sur les enjeux et l'utilité d'un texte pour répondre à ces enjeux. Ce texte touche des domaines qui sont sensibles et stratégiques, en particulier celui de la cybersécurité, qui est contenu dans le premier titre du texte, et qui est stratégique. Et même si le fondement juridique de ce titre repose sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui concerne le marché unique, il semble bien qu'il puisse y avoir des enjeux concernant les grands équilibres et la sûreté des États. Et donc c'est sur ce point que j'aimerais un petit peu focaliser mon propos. Face à l'inflation des cyberattaques, vous avez été nombreux à les citer, il est important de répondre rapidement, de s'adapter le mieux possible. On a rappelé dans le rapport le cas de la cyberattaque de Saint-Gobain, mais il y a aussi, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, les virus WannaCry et Petya qui se sont propagés à l'échelle mondiale et qui ont causé des dégâts importants à des entreprises et aussi à des services publics. Je voudrais faire référence à ce qui vient d'arriver aux cartes d'identité estoniennes. Donc on peut imaginer facilement les enjeux de cette cybersécurité quand on sait qu'à l'échéance 2020, près de 6 milliards d'objets seront connectés dans l'Union européenne. Dans ce contexte, le projet de loi, comme l'a souligné notre rapporteur, donne un cadre législatif à la stratégie européenne en matière de cybersécurité qui émerge progressivement et invite de fait les États à une stratégie nationale de sécurité. Dans cette double stratégie européenne et nationale, et les deux sont intrinsèquement liés, se pose notamment, sinon dans ce texte que nous étudions, en tout cas dans ceux qui immanquablement vont suivre, la question de la certification en matière de cybersécurité, pour laquelle près de la moitié des États membres ont mis en place un dispositif. Il faut noter que la France fait partie des quelques pays qui ont une vraie expertise en la matière, dans le domaine, et il est évident que ce projet de loi est incontournable, bien entendu, mais qu'il aura des conséquences sur l'appréhension de la cybersécurité par les acteurs économiques, et ceci bien au-delà de ceux qui sont définis et énumérés dans le texte. Pourquoi ? Par le simple fait du jeu de la chaîne de responsabilité, la question de la relation client-fournisseur, la question de la responsabilité de notification des incidents, la question du risque de sanctions pénales, la question de la notion de confidentialité, qui appellera les acteurs économiques à une stratégie de certification renforcée, et c'est là qu'il conviendra d'être particulièrement vigilant, car le risque
c'est que sous la pression de la nécessité d'une certification, on aille vers une certification par le bas. Et là, je fais référence au projet de règlement qui a été pour un système européen de certification en matière de cybersécurité, sur lequel la Commission des affaires européennes s'est prononcée en matière de conformité, de subsidiarité. Et là, mieux protéger, il faut que ça soit à nos esprits et éviter que la pression à la certification aboutisse en fait à une certification par le bas. Et on sait que là, les enjeux sont particulièrement importants. Et là, on sera dans le domaine d'un règlement sur lequel on ne pourra pas intervenir en matière de droit français. Voilà l'essentiel de ce que je voulais souligner en prélude au vote sur ce volet qui concerne la cybersécurité. En ce qui concerne le titre 2 sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, pas de remarques particulières, si ce n'est celles qui ont été faites par notre rapporteur et auxquelles nous souscrivons, parce que finalement, comme ça a été dit dans le rapport, le texte est relativement faible au vu de ce qui était visé lors de la demande par la France d'un texte au niveau européen. Enfin, le titre 3 relatif aux services publics réglementés n'appelle pas de remarques particulières pour nous non plus, ce qui explique que nous souscrivons à ce projet de loi et que nous adopterons aussi les amendements qui ont été présentés et validés dans le cadre de la commission des lois, avec juste une réserve sur la question du risque d'inconstitutionnalité qui a été abordée dans le rapport et par d'autres collègues. Donc la discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Alors, je mets aux voix l'article 1er qui est pour, contre, abstention. Donc l'article 1er est adopté. Sur l'article 2, un amendement numéro 14 présenté par le gouvernement. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, le présent amendement, comme je le rappelais tout à l'heure, il est issu de nos discussions. Il vise à apporter une nouvelle version du texte qui permet à la fois de désigner les opérateurs et leurs réseaux. Dans une formulation précédente, nous ne désignions que les réseaux, dans une autre que les opérateurs. L'enjeu, c'est de pouvoir faire la distinction au sein d'un opérateur entre ces différents réseaux. Il y a de nombreux opérateurs qui pourraient avoir des réseaux qualifiables d'OIV, d'autres qualifiables d'OSE et d'autres pas qualifiables dans notre enjeu. Et tout l'enjeu de cette définition stricte dans le texte, ce serait être capable de dire, pour tel opérateur, il doit être possible de ne désigner qu'une partie de ces réseaux et ne pas lui imposer les obligations que nous définirons ensuite sur l'intégralité de ces réseaux. Donc c'est toute cette nuance-là. Cette distinction, elle est importante. Elle évitera de faire subir un poids trop important à certaines entreprises et elle permettra pour d'autres de ne pas leur faire subir toutes les obligations des OIV, pour d'autres pas toutes celles des OSE, et d'être plus fin dans la subtilité. Voilà. Et c'est issu du travail que nous avons pu faire avec la Commission. Sur cet amendement, l'avis de la Commission ? Avis favorable. Monsieur le ministre en est expliqué dans son intervention générale, puisque cela permet à la fois de faire application de la législation sectorielle ou du présent projet de loi. Donc nous reconnaissons bien volontiers que votre rédaction, pour utiliser une formule un tout petit peu triviale, permet d'éviter tout trou dans la raquette. Sur cet amendement, pas d'explication de vote, donc je le mets aux voix. Qui est pour, contre, abstention, donc il est adopté. Donc sur l'article 2, même vote. Qui est pour, contre, donc adopté. Je mets aux voix l'article 3, pour, contre. OK. Article 4, même vote. Oui. L'article 5, donc l'amendement numéro 15 du gouvernement. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, donc pour les mêmes raisons que pour l'article 2, il s'agit d'une reformulation qui permet une plus grande précision, cette fois-ci encore plus essentielle puisque il est fait référence aux obligations liées aux OIV.
l'enjeu ici est de bien permettre pour les systèmes d'information d'importance vitale liés à un OIV de pouvoir les distinguer des systèmes d'information non vitales au sein d'un OIV et qu'un OIV puisse être contraint de façon plus faible dans le cas de ces systèmes d'information qui pourraient être qualifiés dans le terme d'OSE. On est dans la même réflexion que sur l'article 2. Oui, l'avis de la commission, M. Bonnecarrère. Même avis favorable. Avis favorable, donc pas d'explication de vote. Donc je mets aux voix l'amendement qui est pour, qui est contre, abstention, donc il est adopté. Pour donc l'article 5, même vote. Même vote. L'article 6, même vote. Hop. Ah, pardon, c'est moi, Monsieur le Président. Article 6. Même vote, d'accord, pardon, oui, d'accord. Merci. Donc l'article 7, donc un amendement, Madame Carrère. Oui, Monsieur le Président, comme nous l'avons évoqué lors de la discussion générale, les risques liés aux cyberattaques sont encore largement sous-estimés, aussi bien par les utilisateurs que par l'écosystème. 51% des citoyens européens ne se sentent pas suffisamment informés sur les risques liés aux cyberattaques et 2 tiers des entreprises n'ont jamais évalué les risques financiers liés à ces attaques selon estimation de la Commission européenne. La directive souligne pourtant que les informations relatives aux incidents s'avèrent de plus en plus précieuses pour le grand public et pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Bien que ces incidents soient de plus en plus médiatisés, la plupart d'entre eux se règlent dans la confidentialité avec le concours de l'ANSSI et des centres d'alerte et de réaction aux attaques informatiques déjà mis en place. La directive vise justement à renforcer la coopération de l'ensemble de ces acteurs au sein de l'Union européenne. À cette fin, elle prévoit que les OSE notifient les incidents à l'autorité compétente sans retard injustifié, une formule peu courante en droit français. Le rapporteur a donc transformé cette mention en l'expression « sans délai après en avoir pris connaissance ». Nous considérons qu'il serait préférable de mentionner simplement que ces notifications ont lieu sans délai, ce qui serait plus conforme à l'esprit de la directive qui vise à contraindre les opérateurs de services essentiels à adapter leurs pratiques au risque accru de cyberattaques. D'autre part, il est évident que la sanction prévue à l'alinéa 2 de l'article 9 ne vise pas les dirigeants d'opérateurs aptes à prouver que l'incident significatif en cause était difficilement détectable. D'autre part, pour des raisons commerciales ou stratégiques, certains opérateurs pourraient être tentés de sous-communiquer ces incidents à l'ANSSI afin de ne pas perdre d'utilisateurs si cette attaque était rendue publique. C'est pourquoi nous préférons la formule sans délai qui ne laisse place à aucune ambiguïté. La sécurité des utilisateurs et de leurs données doit primer sur toute autre chose. Une bonne coopération serait en outre favorable à l'ensemble de l'écosystème. Oui, donc sur cet amendement, l'avis de la commission, Monsieur Bonnecarrère. J'aimerais convaincre notre collègue de retirer son amendement pour 2 raisons. La première, c'est que la rédaction que nous avons retenue est harmonisée avec le sujet un petit peu parallèle dit du RGPD auquel il a été fait référence à plusieurs reprises. Et la deuxième raison est vraiment tout à fait pratique. Les incidents en matière informatique peuvent être découverts plusieurs mois après le démarrage, si je puis dire, de l'opération de l'intrusion. Il y a des exemples pratiques qui sont tout à fait connus, de telle manière qu'il serait un peu contre-productif, si je pouvais caricaturer très respectueusement, chers collègues, d'obliger une entreprise à signaler un incident qu'elle n'a pas en réalité découvert, parce que c'est ça, ça serait la réalité au regard du fait qu'elle ne pourra, dans certains cas, en avoir pris connaissance que plusieurs mois après. Voilà pourquoi nous avons retenu cette formulation. Oui, l'avis du gouvernement. Sur ce sujet, Madame la Sénatrice, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, je m'en remets à la sagesse du Sénat. Sur le sujet, tout ce que vous avez rappelé sur les enjeux, c'est bien ce qui a amené à cette formulation. Vous avez rappelé le parallèle avec RGPD. Je pense qu'on partage tous cette ambition absolue que ces opérateurs économiques le signalent dès qu'ils le savent, donc dès que c'est matériellement possible. Vraiment, je pense que tous les arguments ont été échangés. Madame Carrère, retrait. Donc l'amendement est retiré. Donc je mets aux voix l'article 7 qui est pour, donc contre, il est adopté. Sur l'article 8, nouvel amendement, Monsieur Requier. C'est le même groupe, mais on change un peu de voix. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, les 2 premiers alinéas de l'article 14 de la directive contraignent les États membres à veiller à ce que les OSE
opérateurs de services essentiels prennent effectivement les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour la gestion des risques cyber, également pour prévenir les incidents. Il ne s'agit pas d'une faculté pour les États membres, mais bien d'une obligation qui, pour être effective, nécessiterait la mise en place d'un contrôle systématique des OSE, ce que ne prévoit pas la rédaction actuelle. L'amendement vise donc à adapter le texte aux exigences fixées par la directive. Sans contrôle, le respect des nouvelles exigences de cybersécurité est voué à rester théorique. Nous avons conscience que la systématisation de tels contrôles et l'application effective de ces nouvelles exigences de sécurité pourraient constituer une importante charge financière supplémentaire pour ces opérateurs, n'étant pas encore en conformité au regard de ces règles. C'est le cas notamment des établissements publics tels que les hôpitaux, qui sont la cible privilégiée de cyberpirates, comme le piratage du NHS au Royaume-Uni l'a récemment démontré. Sans parler de graves dysfonctionnements et des pertes humaines qu'une telle attaque pourrait occasionner, les hôpitaux accumulent également de nombreuses données personnelles qui pourraient être exploitées à des fins de rançon. C'est pourquoi nous aurions souhaité, dans le même temps, prévoir que la mise en œuvre du renforcement de la sécurité des systèmes d'information et réseaux des établissements publics concernés soit pris en charge par l'État, de même que les contrôles conduits a posteriori. Nos amendements ont malheureusement été déclarés irrecevables financièrement. Il s'agit toutefois d'une question dont le gouvernement devra rapidement se préoccuper, de même que l'articulation de ce dispositif avec la protection des données personnelles particulièrement exposées aux cyberattaques. Il est d'ailleurs regrettable que les dispositions mentionnées au 4e alinéa de l'article 15 de la directive ne figurent pas dans le texte de transposition. Elle prévoyait d'associer la CNIL au traitement d'attaques touchant des données personnelles. Très bien. Sur cet amendement, monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, l'avis est défavorable. La présentation du président Requier est extrêmement habile puisqu'il vous a soutenu à la fois l'amendement numéro 13, mais aussi les amendements qui avaient été déclarés irrecevables. L'idée du président Requier, comme celle de Mme Carrère, est digne d'estime. Il s'agit vraiment d'aller plus loin dans les modalités de contrôle. Deux inconvénients à notre sens. Premièrement, la directive prévoit effectivement les modalités de contrôle, mais l'idée, c'est de ne pas forcément contrôler chaque opérateur économique essentiel. Autrement dit, cela reste une faculté qui est organisée par l'ANSSI, et il nous semble qu'il est plus raisonnable d'en rester au texte de la directive. Le deuxième élément, qui est en fait l'élément fondamental, au-delà du coût économique auquel vous avez fait référence pour les entreprises, nous craignons que votre rédaction n'épuise l'ANSSI en l'obligeant à se lancer dans des opérations de contrôle massif dont elle n'aura pas les moyens. Monsieur le Président Bas, dans le cadre des débats budgétaires, a écouté, comme chacun de nous, la présentation des dispositions budgétaires concernant l'ANSSI. Sauf erreur de ma part, il y a 25 postes qui ont été accordés sur une demande qui était quand même de 50 au regard d'une multiplication des charges qui lui incombent actuellement. Donc c'est plutôt l'aspect matériel pour l'ANSSI qui nous plus qu'un aspect juridique, si vous voulez, qui nous conduit à ne pas vous suivre. Très bien, l'avis du gouvernement. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le sénateur, Madame la sénatrice, sur ce sujet, le gouvernement est défavorable pour les arguments qui ont été exposés par le rapporteur, et puis aussi parce qu'il est très important que le Premier ministre et l'ANSSI, qui sont en charge de cette mission, puissent porter un plan de contrôle dans l'année, un plan stratégique adapté au type d'acteurs, aux grands risques que traverse la France. Matériellement, ce serait impossible de le faire de façon automatique, mais même stratégiquement, il serait important qu'on puisse mobiliser nos moyens et nos intelligences sur les secteurs essentiels et sur certains éléments. Donc c'est pour ça que l'avis du gouvernement est défavorable. Très bien, je considère que Monsieur Requier. J'ai été séduit par les argumentations du rapporteur et du ministre, mais c'était un amendement d'appel, c'était plutôt pour poser le problème que de le résoudre ce soir. Donc je retire l'amendement. Donc les amendements 7 rectifiés, 13 rectifiés sont retirés. Donc je mets aux voix l'article 8 qui est pour, qui est contre, abstention. Je vous remercie. Je mets aux voix l'article 9, l'article 10. Pas de problème sur le 9 et sur le 10. Donc pour, même vote. L'article 11.
Sur l'article 11, pas d'observation. Monsieur le ministre. Sur l'article 11, pas de demande d'amendement, juste une observation. L'article 11 du projet, il transpose l'article 18 de la directive qui prévoit que les fournisseurs de services numériques établis hors de l'Union devront désigner un représentant dans l'un des États membres et se conformer aux dispositions prises par cet État membre pour la transposition de la directive. Mais il y avait la possibilité de trou dans la raquette dans le cas où un représentant n'était pas nommé et une obligation d'en nommer un quelque part sur le territoire de l'Union. La proposition que vous faites, nous pensons qu'elle permet de répondre à ces sujets. Néanmoins, nous pensons, mais alors là c'est un sujet qui nous concerne nous et qui concernera ensuite toutes les autres assemblées de tous les autres pays, qu'il faut qu'on trouve un mécanisme unifié, uniforme européen qui permettra de s'assurer que nous n'aurons pas, et alors, les considérants le prévoient dans le cadre d'une communication entre les différents États, mais qui ne conduirait pas à ce que deux États simultanément imposent au même fournisseur de le faire. La formulation le permet. Donc c'était une simple observation, dire que, in fine, votre formulation est celle qui permet la plus grande efficience, et je l'ai répété à plusieurs reprises. Donc merci pour cette formulation, et gardons ça à l'esprit. Nous avons contacté la Commission pour leur signaler ce point, qui pourra être utile à d'autres gouvernements et d'autres parlements. Merci à vous. Merci. Donc je mets aux voix l'article 11, qui est pour, contre, abstention, est adopté. Je pense que l'article 12, même vote. Donc j'arrive à l'article 13. L'article 13, un amendement 9 rectifié. Madame Carrère. Compte tenu du sort qui a été réservé à l'amendement numéro 2, je propose de retirer cet article qui proposait d'appliquer les mêmes dispositions aux fournisseurs de services numériques. Merci. Donc l'amendement est retiré. Je mets aux voix l'article 13, qui est pour, qui est contre, donc il est adopté. Ensuite, l'article 14, 15, 15, même vote. 14, 15, même vote. Sur le 16, Madame la ministre, sur le 16, oui, il faut deviner. Hein. Alors, je reviens sur les armes. Le classement des armes ne relève pas de la loi, mais du règlement. Avis du Conseil d'État à préciser. Vous avez souhaité un classement législatif des armes historiques et de leur reproduction. C'est quand même un petit sujet, c'est une réserve pour nous. La deuxième réserve tient au fait que la directive que nous transposons érige en principe le classement dans une catégorie contrôlée par l'État des reproductions d'armes historiques. Vous inversez la logique de la directive en posant en principe l'absence de contrôle de l'État et en renvoyant au décret le soin de préciser d'éventuelles dérogations. Troisièmement, vous parlez de dangerosité avérée. On ne sait pas très bien ce que c'est qu'une dangerosité avérée. Nous avons quelques doutes sur la compatibilité de cette formulation avec la directive et je souhaiterais donc que tout cela soit peut-être revu dans le processus législatif. Mais pour terminer, je rappelle à ceux qui auraient des doutes que les armes historiques restent libres de détention, n'est-ce pas? Et deuxièmement, que les reproductions d'armes anciennes ne soient classées dans un régime de contrôle que si elles sont manifestement plus performantes que les originaux. Voilà. Merci Madame la Ministre. Donc je mets aux voix l'article 16 qui est pour, contre, abstention, donc il est adopté. L'article 17. Vous voulez dire quelque chose sur l'article 17? Non. Non, alors je mets aux voix article 17 qui est pour, contre, abstention, adopté. Article 18, un amendement, Madame Carrère ou Monsieur Val. Oui, pour soulager Madame Carrère, donc, Monsieur le Président, merci. Donc cet amendement vise à simplifier la rédaction de l'article 18 sans réduire la portée des exigences d'honorabilité pesant sur les armuriers qui sont prévues d'ailleurs dans le texte issu de la Commission. Avis de la Commission, Monsieur Bonnecarrère. Avis favorable, Monsieur Val, fausse un petit peu le jeu. Nous souhaitions féliciter Madame Carrère pour
son action persévérante et nous n'avons pas la possibilité, avec l'élégance que l'on aurait souhaité, de lui donner directement satisfaction. Mais je n'étais que le porte-parole. On a bien compris que c'était un amendement de groupe. Non, les deux rédactions ont la même signification, puisque en réalité seront demandées aux armuriers la production de leur casier judiciaire, dans la mesure où les deux rédactions ont objectivement le même effet pratique. Nous ne voyons pas de difficulté à ce que votre amendement soit retenu. On vous remercie en tout cas de la vive attention de votre groupe sur ce texte, sous réserve bien sûr de l'appréciation du gouvernement. L'avis du gouvernement. L'honorabilité n'impose pas de précision et de qualification législative pour qu'elle soit utilement contrôlée. Mais si c'est pour faire plaisir à Mme Carrère, il n'y a pas de problème. Bien. À Mme Carrère et à M. Bonnecarrère, on fait plaisir à tout le monde, c'est parfait. Donc pas d'autres interventions. Donc sur l'amendement, je le mets aux voix. Qui est favorable? Qui est contre? Abstention. Donc il est adopté. Je mets aux voix l'article 18. Même vote. Même vote. Je vous remercie. Sur l'article 19, aucun amendement ni aucune demande de parole. Je mets aux voix l'article 19. Qui est pour? Contre? Abstention, il est adopté. Sur les articles 20 à 24, puis-je considérer que le vote est le même, que ces articles sont adoptés? Approbation sur l'ensemble des bancs, pas de protestation. Je vous remercie, donc ils sont adoptés. Et je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Pas de demande d'explication de vote. Qui est pour? Qui est contre? Personne. Pas d'abstention. Pas d'abstention. Donc, adopté à l'unanimité. Voilà pour l'adoption par le Sénat de ce projet de loi qui transpose des mesures du droit européen en droit français et en matière de sécurité. Un projet de loi qui porte sur 3 sujets différents. La question de la cybercriminalité et la sécurité informatique. Ensuite, la détention d'armes. Et enfin, ce programme de radionavigation Galileo. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.